Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3533 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 5 janvier avec les résultats du week-end. Et on commence tout d'abord avec la Ligue 1 parce que c'est le championnat français a repris. Bon, c'était déjà depuis vendredi dernier, mais on va revenir sur tous les résultats du week-end. On commence tout d'abord avec le dernier match hier soir. C'était le derby parisien entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Paris FC. Les deux équipes de nouveau s'affronteront lundi prochain en Coupe de France. Bon, pour ce match hier, pour ce match de Ligue 1, le PSG s'est imposé 2-1 face au Paris FC, un but de Désiré Doué et un but d'Ousmane Dembélé contre un but de Goebbels sur pénalty. Ils ont égalisé, mais 2 minutes après, Dembélé a su marquer sur une frappe quand même déviée d'un défenseur du Paris FC. Bon, victoire comme logique du PSG, parce qu'ils ont été totalement meilleurs que cette équipe du Paris FC. La une aujourd'hui du journal Équipe 1, le retour des Dédé flingueurs, donc Dédé, donc Dembélé et Doué, en gros les deux buteurs hier. Donc les deux ont marqué bien sûr lors de cette rencontre. A noter qu'à la fin du match, le Paris Saint-Germain a présenté tous ses trophées remportés l'année dernière plutôt. Donc 6 trophées bien évidemment. Donc ils ont pu exposer bien sûr tous ces magnifiques trophées remportés là sur la dernière année au public bien sûr qui était ravi bien sûr par rapport à cette année 2025 historique bien sûr pour l'équipe parisienne. Toujours sur ce match les gars, on va parler aussi de Luis Enrique sur les chants des supporters du PSG repris donc hier soir par un message de la Ligue en plein match parce que le match est interrompu pendant quelques minutes parce que l'arbitre a demandé en gros que les chants qu'il y avait dans le public, que ça s'arrête. Il a dit: je suis agacé, on arrête le jeu pour des chants. J'ai vu aucun arrêt dans les autres stades, c'est de l'injustice parce que dans les autres stades aussi des fois on entend des chants, des chants qu'on ne devrait pas entendre bien sûr. Et donc dans les autres stades ça dit rien, mais au Parc des Princes le match a été interrompu et pour Enrique bien sûr c'est pas passé. Et toujours avec Enrique aussi s'est exprimé sur le mercato hivernal du PSG, mais pas que le mercato est actuellement en cours là, le mercato d'hiver. Il a dit: on est ouvert à toute possibilité et aux joueurs qui peuvent améliorer l'effectif, mais c'est très difficile de trouver des joueurs qui ont la qualité pour améliorer cet effectif. Mais il dit: c'est une belle opportunité. Le Paris Saint-Germain foncera. On n'oublie pas qu'en janvier dernier, en janvier 2025, Paris avait quand même Kvaratskhelia. Donc pourquoi pas de nouveau réaliser un très gros coup sur le mercato. Il a dit que lui il est totalement ouvert à l'arrivée d'un renfort. Toujours sur ce match hier, à noter aussi que le PSG a porté pour la première fois son badge de champion intercontinental parce que Paris avait déjà joué un match après la victoire en coupe intercontinentale. Ça avait été le match de Coupe de France contre Fontenay-Vendée où je sais plus, 4-0 pour Paris. Ils n'avaient pas porté le badge, mais cette fois-ci ils l'ont bien porté, le porteront pendant un an ce badge bien sûr. C'est le badge par rapport à la victoire contre Flamengo le mois dernier. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette belle victoire bien sûr du Paris Saint-Germain qui commence au mieux cette nouvelle année. Donc prochain match pour le PSG jeudi. Voilà, pourquoi jeudi? Parce que ça sera le trophée des champions face à l'Olympique de Marseille. Ça sera au Koweït bien sûr et cette rencontre. On continue, on va parler de l'Olympique de Marseille, futur adversaire du Paris Saint-Germain pour le trophée des champions jeudi. Et premier match pour cette nouvelle année et déjà défaite pour l'Olympique de Marseille contre le FC Nantes, défaite 2-0. Ça a été compliqué pour les Marseillais. En plus j'ai regardé un peu le match. Donc déjà Vermeuren les gars, il fait une très grosse faute sur le Anthony Lopez, le gardien Nantes, donc carton rouge direct, un carton rouge totalement logique. Il est arrivé pour le découper et surtout il aurait pu faire très mal au gardien nantais. Et Nadir aussi a pris rouge à la 56e, donc Marseille a fini à 9 contre 11 avec plus de 30 minutes jouées. C'était trop compliqué, donc 111 et Rémi Cabella, ancien joueur par exemple de Marseille. Un nouveau joueur du FC Nantes, il est arrivé il y a quelques jours, mais il a déjà marqué son premier but du côté des Canaries. Donc gros coup quand même réalisé bien sûr par le FC Nantes et très mauvais début d'année pour l'Olympique de Marseille. Et pour revenir sur Vermeuren les gars, sur cette faute, bon là on voit pas encore la faute mais il arrive, le gardien des gens fait la passe bien sûr et il déboîte totalement surtout le pied droit d'Anthony Lopez où ça a tourné, ça aurait pu faire très très mal. C'est totalement stupide, ça nous fait penser un petit peu à la faute de Lamine Camara, un joueur de Monaco face au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, où il a mis une grosse semelle, il avait pris jaune, ça méritait totalement rouge. Donc là l'arbitre a pris la bonne décision, c'était rouge et il a pris rouge. Lui aussi il a pris rouge les gars, c'est Bilal Nadir après son expulsion, il est en larmes tout simplement parce qu'il a laissé son équipe à 9 contre 11. Vraiment un après-midi cauchemardesque, vraiment pour l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi a parlé de Robinho Vaz et Daryl Bacola, c'est que c'est deux joueurs qu'on a pu voir comme ces derniers temps, mais on les voit plus trop jouer sur les dernières semaines en gros. Donc il a dit n'ont pas faim et ne s'entraînent pas assez. Et en gros, c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué aujourd'hui. Ils ne méritent pas. Il dit en gros qu'à l'entraînement, ils ne donnent pas assez ces deux joueurs.
qui doivent beaucoup plus se montrer à l'entraînement, mettre beaucoup plus d'intensité pour pouvoir jouer le dimanche, enfin le week-end on va dire. Donc voilà, ces deux joueurs-là méritent pas de jouer, c'est ce qu'il a dit. Roberto De Zerbi. Et toujours sur cette rencontre de Marseille, donc les supporters de l'OM aussi ont rendu hommage à Jean-Louis Gasset. Avant le match face au FC Nantes, Jean-Louis Gasset, on a appris sa disparition là, il y a quelques jours. RIP Gasset, qu'on pouvait voir bien sûr dans les tribunes marseillaises. On continue avec les autres rencontres bien sûr de Ligue 1 sur ce week-end. Il y avait un beau aussi Monaco-Lyon, c'était samedi 17h le match. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui a réalisé quand même le gros coup en s'imposant 3-1 du côté de Monaco. Donc Sulk autour d'un doublé et Abner également, un but. A noté Koulibaly a marqué, mais il a pris rouge, c'est qu'il y a eu pas mal de rouge lors de cette journée de Ligue 1. On a parlé de deux, du côté de Marseille, là du côté de Monaco, un rouge encore. Une faute totalement scandaleuse. Carton rouge pour Koulibaly. Faute très dangereuse du Monégasque sur Nicolas Tagliafico. Regardez le pied, il est où? Le pied, il est là. C'est rouge direct. C'est totalement logique, bien sûr. Donc, du coup, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11. Et ça a été compliqué, bien sûr, pour cette équipe de Monaco. Et c'est que Monaco, ça va pas. Monaco, les gars, compte 6 défaites sur ses 7 derniers matchs de Ligue 1. Sur 21 points à prendre sur les 7 derniers matchs, j'en ai pris 3. C'est une catastrophe pour un club comme Monaco qui doit viser au moins le podium de la Ligue 1, voire gêner le PSG pour remporter la Ligue 1. Voilà, gagner seulement un match en plus contre Paris. Un match contre Paris, c'est tous les autres matchs, Lyon, Marseille, Brest, Rennes, Lens, Paris FC, ils ont tout perdu. Donc ça pas fort pour l'AS Monaco. Et le directeur sportif, donc Thiago Scuro, prend la défense de Sébastien Pogognoli, qui a déjà remplacé l'ancien coach. Il est arrivé en milieu de saison, Pogognoli. Et c'est que les derniers matchs, 7 derniers matchs de Ligue 1, 6 défaites, ça pas fort. Donc il a dit, je pense sincèrement qu'on peut revenir sur le podium de Ligue 1. Donc lui, il fait encore totalement confiance, bien sûr, au coach belge. Donc l'avenir de Pogognoli, il a dit, il n'y a pas de question sur ce sujet. Il est arrivé il y a à peu près un mois et demi. Pour l'instant, on ne parle pas d'un départ. Voilà, Pogognoli, malgré cette série catastrophique. Quand on voit les performances de l'équipe, les occasions qu'on se crée, ce qu'il fait dans l'organisation et la construction de l'équipe, ce qu'il arrive à faire avec des jeunes joueurs, on est encore qualifié en Coupe de France, en Ligue des Champions, et je pense sincèrement qu'on peut revenir sur le podium en Ligue 1. Voilà, pour l'instant, ils sont 9e et à 9 points du podium, cette équipe de Monaco. Voilà, il va falloir quand même regagner des matchs parce que là, la situation est très critique. On continue avec une autre équipe qui n'est pas très loin de Monaco, c'est Nice. On sait que Nice, ça va pas fort depuis le début de saison. Donc le dernier match, l'année dernière, les gars ils avaient gagné contre Saint-Etienne, c'était un match de Coupe de France. Et là, ils perdent pas non plus. Ils font nul contre Strasbourg. On va dire c'est 2 matchs sans perdre d'affilée pour Nice qui avait enchaîné défaite sur défaite, on se souvient, les dernières semaines, donc un partout. Donc Panichelli buteur sur penalty côté strasbourgeois avant que Eli Wahi égalise un premier match, déjà premier but pour Wahi en plus qui était rentré quelques minutes avant. Il a même pu marquer un doublé sur une action juste après. Bon bref, il a marqué un but. L'ancien joueur de Francfort qui a marqué quand même 0 but à Francfort depuis août jusqu'à son transfert. Il arrive, il joue ses 10 premières minutes, il marque déjà. Voilà, donc, tant mieux bien sûr pour Eli Wahi. Et Nice, surtout les gars, ne perd pas et met fin à une série de 6 défaites consécutives en Ligue 1. Il est resté sur 6 défaites d'affilée. Donc premier point pris sur 7 matchs. Quand on parlait de Monaco, les gars, qui avaient pris 3 points sur 21. Et bien sur leurs 21 derniers points, ils ont pris 1. C'est vrai que Monaco et Nice, c'est toujours une catastrophe. Nice est toujours pour moi dans la crise. C'est pas qu'ils ont fait un nul, que ça y est, tout va bien. Sur une équipe en grande difficulté. Et pour revenir sur Wahi, donc inscrit déjà son premier but. Donc 9 minutes lui auront suffi pour marquer son premier but du côté de Nice. Face à Strasbourg, donc félicitations à ce joueur, ça lui fait beaucoup de bien, ça c'est sûr. On continue avec Lille contre Rennes, donc tiens là aussi un carton rouge, qui a eu pas mal de matchs, je dis il y a eu des rouges, là pareil, Alexandro à la 14e minute du match, il a perdu le ballon, il a essayé de contrôler, puis il a mal contrôlé, puis du coup il s'est fait prendre le ballon, dernier défenseur, il a fait faute, voilà, un carton rouge, et ça a pénalisé bien sûr totalement son équipe. Donc Frankowski et Quentin Merlin ont été les 2 buteurs du Stade Rennais, donc très bonne opération bien sûr pour Rennes. Et côté Lillois, donc Olivier Létang, c'est le président, donc lui ça passe pas, souvent lui parce que pour lui il n'y avait pas rouge, c'était pas le dernier défenseur, il aurait mérité de prendre jaune. Alexandro, c'est pas pareil, jaune et rouge, jaune il sera encore sur le terrain, rouge et plus sur le terrain, il a laissé ses collègues à 10 contre 11 et il a dit à l'arbitre, donc vous savez ce que vous avez fait, c'est une honte, un scandale. À la pause, Létang a exprimé sa colère envers l'arbitre et Eric Wattelier qui a donné rouge bien sûr à son joueur, donc voilà, il pourrait être encore, il avait déjà pris une amende, je me souviens il y a quelques temps là, par rapport à des propos qu'il avait fait lors d'un match d'Europa League, donc là aussi je pense qu'une enquête va être ouverte par rapport encore les propos contre l'arbitrage d'Olivier Létang. Les autres résultats sinon de cette journée de Ligue 1, donc il y a qui qu'on n'a pas parlé, du Havre qui s'est imposé 2-1 face à Angers, Brest aussi a fait le taf 2-0 face à la Auxerre et Lorient face à Metz partage des points un partout. Sinon on va parler de tous les autres matchs, Lens
le leader. On avait parlé samedi parce que vendredi soir ils ont joué à Toulouse, ils ont gagné 3-0. Donc voilà, concernant ce retour bien sûr de la Ligue 1, concernant le classement des meilleurs buteurs, ça peut bouger parce qu'il y en a quelques-uns qui ont marqué. Donc Greenwood n'a pas marqué, de toute façon Marseille n'a pas mis de but. Panicini a marqué un but face à Nice, donc il monte à 10. Donc Sulk a marqué un doublé, donc son 7e et 8e but. Et Edouard et aussi Saïd rentrent dans ce top, on va dire, des meilleurs buteurs enfin, du championnat de Ligue 1. Et concernant le classement tout court, en gros, de cette Ligue 1, donc toujours dominé par Lens et le PSG. Voilà, les deux équipes sont en tête avec un point d'écart entre les deux équipes. Donc après, il y a un creux. Marseille est au contact comme ces dernières semaines. Mais là, c'est fini. Avec la défaite là contre Nantes, avec Paris et Lens qui gagnent quasiment tous leurs derniers matchs. Et ben Marseille marque le pas. Donc voilà, Paris 39 et Marseille 3e 32. Et on peut voir que Lille revient sur... bon, ils ont quand même perdu Lille, c'est quand même Lyon voilà, qui réalise la bonne opération, même Rennes. Voilà, c'est serré après 32, 32, 30, 30. Puis après, il y a un creux avec 24 points. On parlait de Monaco tout à l'heure. Voilà, le directeur sportif disait que le podium c'était l'objectif. Ils sont 23 points. Voilà, ils ont quand même 9 points de retard par rapport au 3e, bien sûr. L'Olympique de Marseille, les derniers, bien sûr, Metz, Auxerre et Nantes ferment la marche de cette Ligue 1. On bascule rapidement sur la Ligue 2 avec les résultats du week-end. Tiens, par exemple, le leader 3 jouait contre le Red Star, victoire importante. C'est une petite victoire, mais ça donne 3 points de plus. Et 3 se rapproche de plus en plus et de montée de la Ligue 1 parce que voilà, pour l'instant, ils sont bien partis. Donc Nancy s'est imposé 2-1. Le Mans, qui n'a plus perdu depuis 4 mois, accroché comme l'équipe de Saint-Etienne. Le Mans, c'est une équipe promue qui réalise une saison de Ligue 2 incroyable. Clermont s'est imposé 4-1. Il y a eu un pour Rodez, il y a eu 3 partout. Ou la victoire de Guingamp 3-0 contre Boulogne-sur-Mer. Ce soir, Montpellier-Dunkerque pour clôturer cette journée de Ligue 2. Le classement, 3 comme j'ai dit. Ils ont quand même, ils sont premiers, ils ont gagné, mais voilà, ils ont quand même 4 points d'avance sur Reims. Donc voilà, ça va pas mal du côté de 3. Donc Saint-Etienne à 4e. L'objectif, Saint-Etienne remonte en Ligue 1. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui montent. Puis après, il y aura un système de barrage avec le 3e, 4e, 5e qui affrontera le 16e de Ligue 1. Donc voilà. Et Laval et Bastia ferment la marche de cette Ligue 2. On bascule maintenant sur la première ligue et on commence tout d'abord avec ce match Bournemouth contre Arsenal. Donc Bournemouth, il y a déjà quelques jours, ils avaient fait 2 partout face à Chelsea. Donc là, de nouveau, ils ont mis 2 buts voilà, face à Arsenal, mais ils en ont pris 3. Il a du coup défaite pour Bournemouth. Et Arsenal, belle victoire bien sûr. Et Gabriel et Declan Rice, auteur d'un doublé, le milieu de terrain. Son premier doublé en première ligue pour Declan Rice. Il a déjà mis un doublé, on se souvient, face au Real Madrid saison dernière en Ligue des Champions, un doublé sur coup franc direct. Montpellier, jamais il a mis de doublé. C'est son premier. Bon, en tout cas, Arsenal, les gars, ça va fort. Les 7 derniers matchs, 21 points à prendre de première ligue. Ils en ont pris 21. Ils ont tout gagné. On peut voir toutes les équipes qu'ils ont affrontées. Ils ont fait carton plein. Cette équipe d'Arsenal. Et but de Declan Rice pour le doublé, comme j'ai dit, regardez, sa célébration, il est venu, il a fait même un bisou à la caméra, tellement qu'il était content. Et son 296e match de Première Ligue et enfin son premier doublé en pelle pour l'anglais. Lui qui a longtemps joué, Arsenal bien sûr, mais aussi à West Ham dans le passé. Donc voilà, félicitations à Declan Rice, certainement l'un des meilleurs milieux de terrain actuellement en Angleterre et même dans le monde. C'est vrai qu'actuellement, je pense, quand on dit actuellement, c'est sur le dernier mois, on va dire. Il fait partie facilement des meilleurs milieux de terrain, peut-être avec du Vitinha, tout ça, du Pedri, on peut le mettre aussi dans cette tranche-là, bien sûr. Declan Rice. On peut parler aussi de Gabriel parce que Arsenal perd 1-0, ils ont égalisé. C'est lui qui a marqué le premier but, côté Gunners. Il égalise. Il a fallu moins de 6 minutes aux Gunners pour revenir déjà au score qui était mené. Donc c'est déjà le 3e but de la saison pour l'ancien Lillois qui joue comme défenseur central et surtout il a été longtemps blessé. Il a déjà marqué 3 buts, c'est pas mal. Il y a déjà des attaquants qui ont marqué beaucoup moins. Il y a Liwaï qu'on parlait tout à l'heure, seulement 1 but. Donc il a marqué en plus ce week-end, donc lui défenseur, en plus souvent blessé, il bat out 3 buts. Et Gabriel, les gars, se rapproche d'un record, le défenseur d'Arsenal. Donc 20 buts en 6 saisons de Première Ligue pour le Brésilien. Donc 2 par exemple en 2020-2021. Donc là il a marqué 3, saison dernière il en a mis 3, la saison d'avant 4, donc en tout ça fait 20 buts. Il se rapproche de Laurent Koscielny, ancien défenseur français d'Arsenal qui a le record. C'était 22 buts, défenseur central d'Arsenal, avec le plus de buts en Première Ligue. Et lui il a 20 buts. Voilà, encore 2 buts pour égaler et 3 buts pour être le défenseur le plus prolifique en termes de buts du côté d'Arsenal. Voilà ce qu'il y a à dire sur les Gunners, c'est parfait, surtout que Manchester City, 2e, ils ont été accrochés. Et c'est que la semaine a été parfaite pour Arsenal qui avait gagné aussi contre Aston Villa mardi dernier. Et City avait été accroché contre Sunderland. Donc City a fait 2 nuls sur les 2 derniers matchs. Arsenal a gagné ses 2 matchs. Donc City a pris 2 points alors qu'Arsenal en a pris 6.
Donc ça a recreusé l'écart. Donc City s'est fait accrocher contre Chelsea un partout. Donc ça a pourtant bien commencé. Rangers, buteur au bout de 42 minutes de jeu. Donc on se dirigeait sur 1-0 jusqu'à la 94e minute du match. Enzo Fernandez a égalisé. Voilà, et du coup partage des points. Et du coup 2 nouveaux points de perdu quand même pour cette équipe de Manchester City qui laisse là l'équipe d'Arsenal là, bien sûr. En tête, il y a un creux. Il y a un creux d'écart entre le premier et le deuxième. On va parler d'un joueur les gars qui a du mal à marquer, c'est Erling Haaland. Parce que les stats ne mentent pas. Ça fait 3 matchs qu'il n'a pas marqué. Bon, c'est vrai qu'on se dit, bon, il y a plein d'attaquants. Ça fait même des fois 10 matchs qu'il ne marque pas. Mais pour Haaland, on sait que c'est rare hein, quand il enchaîne. Déjà 3-4 matchs sans marquer. On se demande ce qui se passe. Voilà, 3 matchs sans marquer. Pour Erling Haaland, bon, il n'y a pas de souci. On sait que dès le premier match, il peut en marquer 5 hein, dans une rencontre. L'attaquant norvégien. Concernant l'équipe de Chelsea, où l'entraîneur, les gars, c'était plus Enzo Maresca. Hein, c'est vrai que c'était la première sans Maresca. C'était un coach. L'équipe B des U21 qui a pris l'intérim, et voilà, il va partir, ce sera un autre coach. Hein. Et Liam Rossignol, voilà le coach de Strasbourg. À Chelsea, les gars, c'est quasiment fait, ça peut être officiel aujourd'hui. Hein. Donc l'entraîneur de Strasbourg, qui était ce week-end avec Strasbourg face à Nice. Hein. Donc il est embarqué aujourd'hui pour Londres afin de finaliser son arrivée chez les Blues. Donc normalement, aujourd'hui, je pense, voilà, aujourd'hui lundi, ça sera officiel hein, concernant Liam Rossignol qui devrait devenir le nouveau coach de cette équipe de Chelsea. Et du coup, pour le remplacer à Strasbourg, ça pourrait être Gary O'Neill. Hein. Cette personne, les gars, un ancien footballeur, je crois, donc il pourrait devenir le nouveau coach du Racing Club de Strasbourg. Hein. Et Bluco, donc les propriétaires de Chelsea et de Strasbourg. Hein. Donc Bluco arrêté de tuer Chelsea, quitter le club. Hein. Même les supporters de Chelsea, les gars, on aura le bol en gros. Des propriétaires de Chelsea qui font un peu n'importe quoi. Hein. Donc un collectif de supporters dénonce dans un communiqué donc des dépenses déjà records, hein, voilà, des progrès minimaux, une instabilité de l'équipe, un chaos managérial hein, et une stratégie qui a échoué. Hein. Ils disent se sentir de plus en plus déconnectés de la direction de leur club. En gros de Chelsea, c'est les supporters hein, qui pensent ça. La direction sportive a échoué à répondre aux normes d'un club avec la taille, l'ambition et l'histoire de Chelsea. Parce qu'on sait que Chelsea, voilà, c'est envoyer beaucoup de millions, c'est faire un peu n'importe quoi. Bon, ils ont eu des trophées, ils ont quand même la Coupe du Monde des clubs, mais c'est que Chelsea pourrait peut-être être mieux géré, hein, bien sûr. Et voilà, en tout cas, les supporters, pour eux, ça passe pas tout ce qui se passe là. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ras-le-bol à Chelsea, c'est la même chose. Hein, du côté de Strasbourg avec Bluco, les propriétaires, bien sûr, des Blues. On continue, donc on a parlé du premier Arsenal, deuxième Manchester City, troisième c'est Aston Villa, et en tout cas, eux, après la défaite 4-1 mardi dernier face à Arsenal, hein, ils regagnent, voilà, hein, ils se sont bien rachetés, donc face à Nottingham, victoire 3-1, donc Watkins, un buteur, et McGinn, auteur d'un doublé, Gibbs a marqué côté Nottingham, et Aston Villa entre dans l'histoire de la Première Ligue. Donc Aston Villa enchaîne 11 victoires consécutives à domicile, toutes compétitions confondues, c'est très très fort. Une première depuis la création de la Première Ligue en 1992, parce qu'avant l'appel existait hein, bien sûr, avant 92, mais elle avait un autre nom. Et ce nouveau format de la Première Ligue depuis 92, jamais une équipe a enchaîné 11 victoires d'affilée à domicile. Et bien Aston Villa le fait les gars. Donc les 13 derniers matchs, donc il y a une défaite hein, contre Arsenal, c'était mardi dernier, mais en tout cas beaucoup de victoires et surtout 11 victoires d'affilée. Donc là il y a des victoires à domicile à l'extérieur hein, bien sûr, mais là on peut aller même encore plus loin sur les victoires à domicile bien sûr pour Aston Villa. Fulham contre Liverpool, donc Liverpool 4e, on a pas déjà les 3 premiers, donc Liverpool maintenant 4e. Donc Liverpool accroché contre Fulham de partout, donc c'est fou, hein. Wirtz a marqué, hein, ça va un peu mieux hein, pour Wirtz. Wilson a égalisé, non plutôt Wilson a marqué, donc Wirtz a égalisé. Liverpool avec Cody Gakpo à la 94e minute, il menait 2-1, il venait de marquer la 94e, donc oui, on s'est dit tiens Liverpool gros coup, ils vont les gagner à Fulham, mais pas du tout les gars, parce que Reed égalise à la 97e minute du match. Hein. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Une frappe sublime, les gars. Il est à peu près vers l'arbitre, là on peut le voir. Il envoie une frappe en pleine lucarne. Alors, vraiment, il y a la lucarne, le ballon, il touche pas la barre ni le poteau, mais parfaitement. Le gardien n'a rien pu faire. Et du coup, égalisation. Regardez, hein, il y avait 7 minutes de temps additionnel, on était à la 96e et 14 secondes. Il restait 40 secondes à jouer. Donc là, s'il ne marquait pas, par exemple, il y aurait eu un 6 mètres, dégagement, puis c'était fini. Il a marqué, du coup, Liverpool concède le match nul. Concernant Wirtz, on a dit que c'est un petit peu mieux pour lui parce que oui, hein, une nouvelle fois buteur. Hein, voilà, la machine est peut-être enfin lancée, hein, on va dire, pour Wirtz. Hein. Donc Wirtz a peut-être enfin lancé sa saison, recruté quand même pour 136 millions d'euros, hein, bien sûr, l'été dernier. Donc l'international allemand est sur 3 buts et passes D, en gros cumulés lors de ses 4 derniers matchs. Ça va plutôt bien actuellement pour Wirtz. Leeds contre Manchester United, donc partage des points.
Donc Manchester, c'est que ça avance pas fort. Voilà, là, ils ont fait nul. Ils ont déjà fait nul contre Wolverhampton il y a quelques jours un partout. Ils ont pris 2 points sur les 2 derniers matchs. Comme d'habitude, Manchester, c'est 200. Donc Cunha et Aronson ont été les 2 buteurs du match. Et Ruben Amorim, après le nul frustrant face à Leeds un partout, il a dit: je serai le manager de Manchester United, pas l'entraîneur. J'ai été très clair. Je ne vais pas démissionner. Je vais faire mon travail jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne me remplacer. Voilà, donc, voilà pour lui. Il est toujours actuellement le coach, mais c'est vrai que les résultats ne sont pas fous. Voilà pour Ruben Amorim. Newcastle contre Crystal Palace, victoire de Newcastle 2-0. 2 buts inscrits en fin de match. Guimarães et Malik Thiaw ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Et Palace, souvenez-vous les gars, il y a une époque, Palace, c'était peut-être de avril, bon il y a eu les vacances. Puis après ça a repris août, septembre, ils n'avaient pas perdu pendant je ne sais plus combien de matchs. Et bien Palace, les gars, ils n'arrivent plus du tout à gagner. Donc Mateta et Palace n'ont plus gagné depuis 7 matchs. Donc l'attaquant français méritait mieux que de jouer la 15e place. C'est que Palace, ça va pas fort. Encore une défaite face à Newcastle aujourd'hui pour Crystal Palace. Donc voilà, ça va pas fort pour cette équipe. Tottenham face à Sunderland partage des points partout. C'est que Tottenham aussi, c'est très décevant. Donc Davids a marqué avant que Brobbey égalise un côté Sunderland. Wolverhampton s'est imposé 3-0 face à West Ham. Et ça, c'est quand même le gros événement du week-end. Pourquoi ? Parce que Wolverhampton n'avait toujours pas gagné depuis août. C'est leur première victoire en championnat, enfin pour eux. Donc ils ont mis le tarif à West Ham à 3-0. Arias, Mané et Wang In-Chun, buteur sur penalty. Donc Wolverhampton, voilà, gagne enfin un match. Leur dernière victoire en PL remonte au 26 avril 2025. On a basculé, on est déjà en 2026. Ils n'avaient plus gagné depuis avril 2025 en PL. Ils ont joué pourtant des matchs, bien sûr. Et enfin, ils gagnent un match. Donc, voilà. Il restait, voilà, je ne sais pas il y a combien de matchs, mais surtout ces matchs-là, c'est beaucoup de défaites. Ils avaient fait 3 nuls, Tottenham, Brighton et Manchester. Et là, ils restent sur 2 matchs en perdre. Alors, regardez, par exemple, cette série, là, ils ont enchaîné au moins 10 défaites d'affilée. Donc, c'est un petit peu mieux. Du côté de Wolverhampton, voilà, lose, les L, c'est des lose. Donc, perdre, D, c'est match nul. Et enfin, un W, une win, en gros, pour l'équipe de Wolverhampton. Et la pire équipe de l'histoire de la Première Ligue est toujours Derby County. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait cette équipe ? En gros, en 2007-2008, en Première Ligue, le club anglais avait fini la saison de PL avec seulement 11 points sur 38 journées. C'était une catastrophe. Depuis des années, Derby County subit désormais le châtiment des champs. Donc, en gros, worst team ever. Donc, pire équipe de l'histoire. Ça, quand ils jouent à l'extérieur, maintenant, ils sont en 2e ou 3e division anglaise. Les supporters adverses, les chambres, en gros, en leur disant ça, vous êtes la pire équipe de l'histoire à avoir pris 11 points seulement sur une saison de PL. En Angleterre, on se demandait si Wolverhampton n'allait pas récupérer ce piteux statut. Mais voilà, ils ont désormais 6 points avec leur victoire contre West Ham ce week-end. Donc voilà, leur pire série, je dis, enfin la pire équipe, c'est Derby County, 11 points. Donc là, West Ham est à, enfin, pas West Ham, Wolverhampton sont à 6 points. Il leur faut encore 6 points pour éviter d'être la pire équipe, on va dire, de l'histoire de la Première Ligue. Les autres résultats du côté de l'APL, bon, on a parlé, je crois, de tous les matchs à qui on n'a pas parlé. Brighton tête Burnley, on n'a pas parlé, il y a eu 2-0. Et aussi un match à Everton-Brentford 4-2, parce que côté Brentford, les gars, un joueur très bon, un joueur très sous-côté, il a mis un triplé. C'est ce joueur brésilien, les gars, c'est Igor Thiago. Voilà, ce joueur, et ben, il a mis le triplé. Triplé désormais 14 buts en Première Ligue, c'est le 2e meilleur buteur du championnat, derrière Erling Haaland. Pour montrer vraiment que ce joueur, on en parle très peu. Et ben en tout cas, voilà, 14 buts, il met le triplé hier. Et voilà, félicitations bien sûr à ce joueur terriblement sous-coté. C'est un numéro 9 brésilien, est-ce qu'il sera appelé pour la Coupe du Monde? En tout cas, il le mérite. Le classement, voilà, de cette PL. Donc Arsenal qui a réalisé le très bon coup, comme je dis, sur les 2 derniers matchs prennent 6 points alors que City a fait du surplace. Donc 6 points d'écart maintenant entre Arsenal et City. Il y avait 2 ou 3 points d'écart il y a quelques semaines, donc là maintenant il y a déjà 6 points. Donc Aston Villa au même contact bien sûr que City, puis après il y a un cran, on passe à 34 avec Liverpool qui enchaîné à des mauvaises performances. Donc l'Arsenal, c'est le week-end bien sûr, on peut dire parfait. Pour les Gunners, c'est Wolverhampton 6 points bien sûr, donc 12 points pour Burnley et 14 pour l'équipe de West Ham. On continue, on bascule maintenant sur la Liga et on commence avec le FC Barcelone qui jouait, c'était samedi soir face à l'Espagnol Barcelone. J'ai regardé le match. Et ça a été une victoire, oui, du Barça, enfin du FC Barcelone, mais c'était compliqué. Donc 2 buts déjà intervenus en toute fin de match, 86e et 90e minute du match. Bon, on a marqué Daniel Mo et Lewandowski qui commençaient sur le banc. Ils sont rentrés, coaching gagnant bien sûr de Hansi Flick, mais c'était compliqué parce que l'Espagnol a eu quand même de grosses occasions. Il y a un très grand Juan Garcia, ancien gardien de l'Espagnol, qui a écœuré son ancienne équipe. Donc en tout cas, le Barça, ça va très bien parce qu'il reste sur 9
victoires d'affilée, en gros en championnat. Donc voilà, quand tu gagnes beaucoup de matchs, et ben voilà, tu t'envoles bien sûr pour remporter la Liga. Donc triple changement pour le Barça. Donc Lewandowski remplace Ferran Torres qui n'a pas été bon. Dani Olmo remplace Rafinha et Pedri remplace Gérard Martin. Et voilà, notez que Lewandowski et Olmo sont rentrés à la 60e, donc les deux ont été buteurs. Donc coaching gagnant bien sûr d'Hansi Flick. Donc tout d'abord magnifique but bien sûr de Dani Olmo. Et Olmo buteur, Lewandowski buteur. Et à noter aussi le doublé de passe D de Fermin Lopez. Quel joueur aussi bien sûr ce Fermin Lopez. On peut parler aussi de Juan Garcia, rend ses coéquipiers dingues. Quel gardien MVP, ils ne peuvent rien faire avec toi. Voilà en gros sur sa dernière publication Instagram. Gérard Martin, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermin Lopez, ils sont partis lui mettre un petit message par rapport au match exceptionnel qu'a réalisé bien sûr Juan Garcia, qui est un gardien exceptionnel. C'est fou les gars de penser qu'il n'est même pas parmi les top 3 des gardiens en Espagne, parce qu'il n'est pas appelé par Luis de la Fuente qui préfère d'autres gardiens à lui. Donc mais c'est fou en tout cas. Il est ultra performant bien sûr avec le FC Barcelone, parce que ça aurait peut-être été Chesney ou j'en sais rien, un autre gardien. Le Barça aurait certainement pas gagné ce match. Soit nul ou voire peut-être même défaite, parce qu'il y a eu quand même de grosses occasions bien sûr pour l'Espagnol. Mais bon, le Barça se sort avec une victoire. Parfait. L'Espagnol restait quand même sur 5 victoires d'affilée, donc fin de série pour eux. Le Real Madrid a joué hier face au Betis Séville. Ça a été aussi festival. Côté Real Madrid, victoire 5-1 pour le Real Madrid aussi, qui commence parfaitement cette nouvelle année. Donc avec un joueur exceptionnel. Gonzalo Garcia qui a très peu de temps de jeu parce qu'il est numéro 9, Mbappé joue beaucoup. Mbappé était forfait, du coup il a eu du temps de jeu et triplé. Un triplé pour Gonzalo Garcia. Asensio également marqué. Fran Garcia, noté ces 3 joueurs qui ont été formés au centre de formation du Real, qui ont tous été buteurs lors de ce match. Donc Hernandez a marqué pour sauver l'honneur côté Betis. Et nous on va parler bien sûr de Gonzalo Garcia. Le triplé pour lui les gars. Félicitations à lui bien sûr. C'est ses 3 premiers buts cette saison. Il n'avait pas marqué sur cette saison. Parce qu'il a marqué pour la Coupe du Monde des clubs. On prend en compte, c'était la saison dernière plutôt, la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, félicitations bien sûr. Et surtout il a marqué. En gros, il a mis un triplé parfait. C'est-à-dire un triplé parfait, c'est un but du pied droit, un but du pied gauche, un but de la tête. C'est rare quand même de faire ça. Il faut déjà marquer un triplé avec une partie différente du corps. Pied droit, pied gauche et tête. Et le dernier joueur à faire ça, c'était Rodrigo, les gars, le 6 novembre 2019, il y a plus de 6 ans, même, oui, à peu près. Donc Rodrigo avec le Real face au Galatasaray. CR7 l'a fait aussi quelques fois face à l'Espagnol, face au Bayern, face à la Real Sociedad. But du pied droit, but du pied gauche, but de la tête. Voilà, Benzema l'avait fait face à Malmo en 2015. Et ben en tout cas, il l'a fait également, Gonzalo Garcia hier. Donc il a sorti toute la palette en gros du numéro 9. Donc félicitations à lui. Donc sous les yeux bien sûr de Mbappé qui était forfait. Mbappé aussi devrait louper aussi le prochain match du Real contre l'Atlético Madrid. Ça sera jeudi prochain en Super Coupe d'Espagne. On peut parler aussi de Rodrigo. Lui ça va beaucoup mieux ces derniers temps. Donc 2 passes D face au Betis. Voilà. Une passe D face au FC Séville, c'était le dernier match de l'année 2025. Ensuite, il a été buteur face à Aves, buteur face à City. Ça va beaucoup mieux. C'est que c'est un joueur qui marche avec la confiance. Quand tu le fais jouer, quand il est bon, il continue d'enchaîner des bonnes performances. Et des fois, il rentre dans une spirale où il n'arrive plus trop à marquer, puis après, c'est fini. Donc, après, pendant 5-6 matchs, il est transparent. En tout cas, là, c'est une bonne période, on peut dire, pour Rodrigo. Un joueur, lui, qui vit actuellement une période très compliquée, c'est Vini Junior. Les gars, il a encore été sifflé à la fin du match. Moi, je vous cache pas, je pense que Vini partira en fin de saison. Donc, bref, Vini enchaîne un 15e match de suite sans inscrire un but avec le Real Madrid. Il y a quand même 5 buts inscrits par son équipe, 0 but inscrit par Vini Junior. Et voilà, 15 matchs d'affilée sans marquer pour Vini. Actuellement, lui, il est un peu comme Rodrigo il y a quelques mois qui n'arrête pas marqué. Actuellement, c'est Vini Junior dans ce cas-là. La Real Sociedad contre l'Atlético Madrid partage des points partout. Entre ces deux équipes, Sorloth et Guedes ont été les 2 buteurs. Les autres résultats, Villarreal aussi qui est une équipe bien classée. Ils ont gagné 3-1 du côté de Elche. Et le classement, donc le Barça garde toujours ses 4 points d'avance sur le Real Madrid. De toute façon, les 4 premiers, à part l'Atlético, les autres ont gagné, bien sûr, que ce soit Villarreal, le Real et le Barça. Donc voilà, concernant ce championnat espagnol. On bascule maintenant sur le championnat italien. Il y avait aussi quelques rencontres, bien sûr, ce week-end. Tout d'abord, l'Inter Milan contre Bologne et victoire de l'Inter 3-1 avec un but de Zelensky, Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Donc parfait, bien sûr, pour l'Inter. Victoire de Naples 2-0, mais match très haché en fin de match avec beaucoup de rouge. 81e, 88, ils ont pris 3 joueurs qui ont pris rouge en fin de match. C'était très chaud entre les deux équipes. En tout cas, c'est Naples qui réalise la très bonne opération en s'imposant 2-0. La Juventus Turin fait un partout face à Lecce. C'est pas un super résultat pour la Juve qui perd 1-0. Bon, ils ont égalisé. Maïkini a égalisé, mais ils auraient même pu marquer si Jonathan David à la 65e aurait marqué son penalty.
Voilà, donc il rate son penalty. L'ancien joueur du LOSC compte seulement un petit but en 17 matchs de Serie A. Il avait l'occasion de marquer son deuxième but. Il a tenté un penalty très mal tiré, les gars. Il a tenté une panenka, mais elle n'est même pas allée haute. La panenka, elle a fait un petit saut, une frappe en gros toute molle. Et le gardien l'a arrêté du pied. Voilà, donc, alors que voilà, penalty, tu le tires. Voilà. Surtout que tu dois marquer pour retrouver de la confiance. Au pire, tu le tires, le gardien il l'arrête, mais si tu le tires bien, pas de souci. Mais là, la façon dont il a tiré, ça pas fort. Hein. Pour Jonathan David, hein, je pense qu'il partira lui aussi en fin de saison. L'Atalanta contre l'AS Roma 1-0 pour l'Atalanta. Belle victoire, hein. Scalvini a été l'unique buteur du match. Les autres résultats, hein, je sais pas, par exemple, la Torino s'est imposé 3-0. La Fiorentina a enchaîné avec une victoire, hein, 2 victoires là, sur leurs 3 derniers matchs pour eux, qui n'avaient toujours pas gagné depuis le début de saison. Donc voilà, et concernant le classement, donc l'Inter, regardez, c'est serré, hein, 39 points pour l'Inter. 38 points pour l'AC Milan, son rival. Hein. Naples 37 points, donc il y a un point d'écart parmi les 3 premiers. Puis après, il y a un petit creux avec la Juve, hein, avec 33 points à l'AS Roma, 33 points également. Puis après, on descend. L'Atalanta, ils sont 8e. Hein. Et la Fiorentina, tiens, avec 2 victoires, hein, sur leurs 3 derniers matchs. Ils sont toujours derniers, mais ils recollent. Voilà, Pise et Las Vérone qui sont également à 12 points. Du côté de l'Allemagne, les gars, on va rien parler de la Bundesliga parce qu'il n'y a pas eu de match, hein, ce week-end. Ça reprend plutôt le week-end prochain, tiens, avec vendredi prochain le 9, hein, avec un Francfort-Dortmund. Par exemple, le Bayern, ils joueront le dimanche, hein, face à Wolfsburg. Donc, rien à dire, hein, du côté de l'Allemagne. Du côté du Portugal, il y a eu des matchs là, ce week-end, on va en parler. Donc avec les grosses équipes, donc je les cherche. Donc, le Sporting avait fait un partout vendredi soir contre Gil Vicente, ça c'est pas un bon résultat. Le Benfica, ils se sont imposés 3 et Porto, ils se sont imposés 1-0 hein, face à Santa Clara et Porto. Voilà, trace sa route, hein, pour aller gagner bien sûr le championnat portugais. 49 points pris sur 51 possibles. Les gars, ils ont tout gagné depuis le début de saison, à part un nul contre le Benfica. Sinon, que des victoires. Voilà, c'est trop fort. Hein. Le Porto de Farioli réalise une première partie de saison historique. C'est du jamais vu dans le championnat portugais, les gars. Qu'une équipe, au bout de, je sais pas, eu combien de matchs, là, tous ces matchs-là, en gros, seulement un nul. Sinon, que des victoires. Voilà, donc 49 points pris sur 51 possibles. Hein. C'est exceptionnel. Donc 49 points, voilà, pour l'équipe de Porto. Le Sporting, hein, réalise aussi une belle saison. 42 points, c'est pas mal. Donc, voilà, Porto, hein, ils sont totalement injouables là. Bon, ils ont quand même 10 points d'avance sur le Benfica, qui est aussi une équipe normalement qui doit jouer le titre. Hein. Voilà, du côté du Portugal. Du côté de l'Arabie Saoudite, c'est aussi ça a joué, hein, ce week-end. Avec Al Nassr, on avait parlé samedi, parce que vendredi, ils ont perdu 3-2 face à Al Ahly. Donc Al Ittihad, ils ont gagné, Al Hilal a gagné. Et notez qu'Al Nassr, l'équipe de CR7, n'est plus leader. Pourtant, ils avaient fait 10 matchs, les 10 premiers matchs, 10 victoires. Les 2 derniers matchs, ils ont fait un nul et une défaite. Et du coup, maintenant, on va à Al Hilal, voilà, qui est premier avec 32 points. Et Al Nassr, l'équipe de CR7, 31 points. Voilà, pourtant, on se dirigeait vers Al Nassr qui a gagné le championnat tranquillement avec 10 victoires 10 d'affilée. Et bah, du coup, voilà, il marque le pas sur les 2 derniers matchs. Et du coup, actuellement, son deuxième. On est seulement la 12e journée, il y en a 34 de journées. Il reste encore voilà, pas mal de matchs, encore 22 journées, donc ça n'a pas encore bien sûr beaucoup bougé. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur les gros championnats européens, ou même en Arabie Saoudite. Et on finit bien sûr avec la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment. Et on commence avec les 8e de finale. Donc il y avait 2 affiches hier et 2 affiches avant-hier. On parlait bien sûr des 4 matchs. Tout d'abord, le Maroc contre la Tanzanie, c'était hier. Et le Maroc s'est imposé 1-0 grâce à Brahim Diaz, buteur à la 64e minute de jeu. Et du coup, qualification du Maroc pour les quarts de finale en gros de cette compétition. Donc Brahim Diaz, l'unique buteur du match, et c'est lui qui a été élu homme du match. Et Brahim Diaz, les gars, c'est quand même très fort. Un joueur du RAL, c'est 4 matchs, 4 buts. Un but sur chaque match. Hein. Voilà, regardez ces 4 performances, à chaque fois il a marqué. Voilà. Et donc Motema face aux Comores, Motema face à la Tanzanie, présent dans l'équipe de la phase de groupe de la CAN, il sera peut-être même élu meilleur joueur de la CAN s'il continue à marquer, si le Maroc va loin, on gagne la compète. Hein. Donc voilà, c'est très fort. Hein. Et Brahim Diaz rentre dans l'histoire du Maroc et de la CAN, donc premier joueur de l'histoire du pays à marquer 4 buts dans une même édition. Voilà, jamais un joueur marocain a marqué 4 buts lors d'une CAN. Et il le fait tout simplement. Et Brahim Diaz, c'est du jamais vu. Hein. Et le Maroc, hein, quand même, n'a perdu aucun de ses 37 derniers matchs à domicile en compétition officielle. C'est fort. La dernière défaite remonte à 2009 pour le Maroc. Donc là, en plus, ça sera que des matchs à domicile, vu que c'est eux les pays organisateurs. Donc voilà, ça marche très bien. On peut parler d'Azdine Ounahi, parce que le matin du match, donc le match a eu lieu hier à 17h, mais le matin, on a pu le voir en béquille. Hein. Voilà, en gros, c'est fini. Hein. Il est forfait. En gros, il s'est blessé la veille de l'entraînement. Regardez, le sélectionneur a confirmé le forfait d'Azdine Ounahi en conférence de presse. Donc il s'est blessé à l'entraînement, donc la veille, donc samedi. Hein. Il souffre d'une déchirure au mollet qui l'empêchera de jouer pendant la CAN. Il en a pour 5 à 6 semaines. Donc voilà, la finale, c'est 18 là-dedans. On va dire dans une dizaine de jours, dans 13 jours exactement, donc voilà, c'est plus possible pour lui de jouer hein, s'il est 6 semaines absent. Donc voilà, c'est une blessure qu'il traîne à Girona et qui s'est réouverte, et du coup forfait d'Azdine Ounahi. Donc on y envoie bien sûr beaucoup de force. Et pour finir sur ce match, on va juste parler comme
une décision que l'arbitre aurait pu prendre différemment en toute fin de match. Il restait peut-être, je sais pas, une minute à jouer. Défense, je sais pas c'est qui le joueur du Maroc, les gars. Pour moi, il y a pénalty. Ça aurait pu donner un pénalty pour la Tanzanie. Par exemple, la Tanzanie marque, ça va en prolongation. L'arbitre n'a rien dit. Alors qu'il le pousse quand même dans le dos. Pour moi, c'était pénalty. Je ne vous cache pas. Moi, je suis neutre. Je suis ni pour le Maroc ni pour la Tanzanie. Mais pour moi, je vois beaucoup de situations comme ça chaque week-end. Et 9 fois sur 10, l'arbitre siffle pénalty. Poussé dans le dos avec la main totalement. Tu vois la main en train de pousser le joueur. L'arbitre n'a rien dit. Bon, voilà, le Maroc s'en sort très bien. Vu que c'est peut-être le pays organisateur. Je ne sais pas s'ils sont protégés par les arbitres. Mais en tout cas, ça a beaucoup fait parler, bien sûr. Et sur le banc tanzanien, bien sûr, ils sont intenables. Et réclament justice ainsi qu'un pénalty. L'arbitre n'est même pas parti voir la VAR. Et du coup, voilà, c'est quand même la victoire du Maroc. Le Cameroun face à l'Afrique du Sud. Le Cameroun s'est imposé 2-1 lors de ce match. Donc Carlos Baleba a été élu homme du match. Il n'a pas marqué, mais il a fait un gros match. Le milieu, bien sûr, camerounais. Et le Cameroun se qualifie également pour la suite de la compète. Donc du coup, il y aura un Cameroun-Maroc, les gars, pour le quart de finale. Mais l'affiche un vendredi qui arrive à 20h cette rencontre. Pour le vainqueur ira en demi-finale tout simplement de cette compétition. Donc là on a parlé des matchs de dimanche. Il y avait également 2 rencontres samedi. C'est parti, Sénégal-Soudan. Donc ça a mal commencé pour les Sénégalais, perdaient 1-0. Abdallah a marqué côté Soudan, c'était quand même une sacrée surprise. Bon, le Sénégal a su revenir dans le match. Gay auteur d'un doublé et Mbaye, le jeune parisien, a marqué les Galets. Donc déjà qualification déjà du Sénégal, déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et Mbaye, le jeune parisien, donc il entre en jeu à la 74e minute du match. 3 minutes après il marque. Pour moi Mbaye, les gars, donc les 4 matchs il a joué, mais à chaque fois il a commencé remplaçant. Les 4 matchs de Cannes pour l'instant du Sénégal, pour moi ça doit être un titulaire. À chaque fois qu'il rentre, à chaque fois il se passe quelque chose. Donc pourquoi pas essayer de le mettre titulaire. Bon, après c'est le sélectionneur bien sûr sénégalais qui choisit, mais c'est un joueur qui pour moi devrait avoir une place dans le 11. On peut parler de Sadio Mané, il n'a pas marqué mais il a délivré une passe D et il devient surtout ce week-end le meilleur passeur de l'histoire de la CAN avec 8 passes D, devant Yaya Touré qui avait réalisé 7 passes D dans son histoire avec la CAN. Donc Sadio Mané, lui c'est 8 passes D, donc c'est le numéro 1. Donc félicitations à Mané. Et l'autre match c'était entre le Mali et la Tunisie, un match fou déjà, un partout. Et du coup ça s'est joué au tir au but. Voilà, notez que le côté malien ils ont pris rouge Koulibaly à la 26e, donc du coup ils ont joué beaucoup de temps, bien sûr, avec un joueur en moins. Je comprends plus, je ne sais même plus si c'est une prolongation ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, partage des points. Ils ont marqué déjà la Tunisie en plus, avec un joueur en plus à 88e. Et Sinayoko égalisé sur pénalty à la 96e minute du match pour éviter de perdre. Du coup, ça s'est joué au tir au but. Déjà, le rouge, c'est ça, les gars. La violence du geste de Koulibaly sur Hannibal Mejbri. Voilà, il a complètement écrasé la cheville du joueur tunisien, rouge direct. Rouge totalement logique et mérité. Il n'a pas fait ça. Donc, voilà. Elle était surpris, mais voilà, t'as pas fait ça, tu pénalises totalement ton équipe. Ils ont quand même réussi à se qualifier, malgré qu'ils ont joué avec un joueur en moins, pour montrer l'exploit quand même, bien sûr, du Mali. Et c'est que le Mali est quand même en quart de finale, en n'ayant gagné aucun match, parce que pour l'instant, c'est 4 matchs nuls. Oui, ils ont gagné face à la Tunisie, mais au tir au but. Ça s'est joué au tir au but, voilà. Mais sinon, dans le match, il n'y a plus de vainqueur, en gros, que des matchs nuls, mais ils sont en quart de finale. Donc voilà, c'est une équipe qui lâche rien. Et au tir au but, on peut voir en gros, il y a eu 3 échecs à un côté tunisien et 2 échecs à un côté malien. Et je suis très fier de mon équipe. On va atteindre la finale de la CAN. C'est notre rêve. Tom Sanfiet, donc le coach bien sûr de cette équipe malienne, veut croire au sacre du Mali. Pourquoi pas. Pour l'instant, en quart de finale, bon, ça sera un gros morceau pour eux, bien sûr, pour le tour suivant. Mais voilà, on ne sait jamais, bien sûr. Et concernant la Tunisie, donc éliminée dès les 8e, c'est fini pour le coach. Sami Trabelsi, donc voilà, il est arrivé en février 2025. 11 mois, c'est fini. Avec cette élimination dès les 8e de finale, il est viré. Voilà, un nouveau coach va débarquer sur le banc de la Tunisie. Du coup, le tableau final, les gars, voilà, de cette CAN, avec, on connaît bien sûr 2 quarts de finale, comme je dis. Donc, on connaîtra encore un quart de finale aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le programme, bien sûr, Égypte-Bénin et Nigeria-Mozambique. Donc Égypte-Bénin 17h et Nigeria-Mozambique 20h ce soir. Donc voilà, concernant bien sûr, donc les 2 équipes gagneront, s'affronteront bien sûr dans quelques jours en quart de finale. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur ce week-end footballistique. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain mardi, on aura encore beaucoup de choses bien sûr à dire. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.